Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis Bérénice Tadel, je suis chargée de mission au centre collaborateur de l'OMS et je suis responsable du programme médiateur de Santé Pair, qui est basé à Lille. Et en fait, nous sommes une entité d'un hôpital de soins en santé mentale qui s'appelle l'EPSM Lille Métropole. Donc on est adossé à vraiment un hôpital dans le champ sanitaire. Voilà, et donc mon diaporama ne sera pas très long. L'essentiel, c'est surtout de vous raconter un peu le programme, donc vous dire un peu effectivement qu'est-ce que c'est que le CCOMS. La reconnaissance de l'OMS, elle nous est accordée tous les 4 ans en tant que centre collaborateur. Il n'y a pas de dimension financière, c'est une reconnaissance en termes de valeur. Nous sommes chargés, en francophonie, de déployer les orientations de l'Organisation mondiale de la santé sur la question de la santé mentale, de la psychiatrie, et beaucoup du coup axé sur les droits des usagers, l'empowerment. Voilà. Donc le CCOMS donc a cette valence sanitaire, c'est quand même important. On est vraiment un service d'un EPSM. On n'est pas hors sol, vous voyez, c'est vraiment la dimension de terrain est très présente au CCOMS. Donc les financements sont des financements toujours publics. Voilà, le programme médiateur de Santé Pair, au niveau de sa coordination, repose sur des financements de la Direction générale de la santé. C'était important de vous le préciser. Ça, c'est nos grandes valeurs, importantes aussi à rappeler. Voilà. Et c'est à ce titre, en fait, que je vous présente aujourd'hui le programme médiateur de Santé Pair. J'ai volontairement, je ne vais pas forcément tellement m'appuyer sur le diaporama parce que j'ai pas beaucoup de temps et que c'est plutôt quelque chose qui se raconte. Donc le programme médiateur, le CCOMS l'a pensé à partir de 2010 parce que l'équipe, à l'époque je n'y étais pas, est allée faire des visites d'études à l'étranger parce que notamment le directeur de l'époque, Jean-Luc Roland, avait entendu parler de pères aidants, rémunérés ou pas, dans différents pays. Et comme lui, il a passé une grande partie de sa carrière à faire évoluer un service de psychiatrie dont il était le chef de pôle, en amenant des nouvelles fonctions, en amenant des nouveaux regards, il l'a fait sur 30 ans. Sur la fin de sa carrière, il a entendu parler de cette fonction de père aidant et il s'est dit, tiens, il faudrait qu'on essaye en France. Voilà, je vous le résume. Donc ils ont fait des visites d'études, ils ont vu comment ça se passait ailleurs et ce que ça a apporté comme vision d'ensemble, c'est qu'à l'étranger, globalement, il y avait des situations de père aidants, très rarement salariés, parfois rémunérés, mais dépendantes de politiques qui pouvaient ne pas perdurer, de programmes qui pouvaient être éphémères, et qui étaient en général, parce qu'on était sur des pays anglo-saxons avec des cultures assez différentes de la nôtre, adossés à des formations courtes, très terrain, mais non certifiantes, non diplômantes. Et donc l'équipe du CCOMS s'est dit, il faut qu'on arrive à penser quelque chose qui soit quand même adaptable au contexte français. Et puis ils anticipaient, là on est en 2010-2011, que l'arrivée d'une telle fonction éventuellement dans des équipes de soins, ce qui était notre objectif, ne serait pas simple au sein de l'hôpital. Donc ils ont réfléchi à une notion d'une formation qui soit d'une manière ou d'une autre diplômante. Et on a commencé à l'époque par un diplôme universitaire. Et une formation qu'on a appelée en cours d'emploi. Donc le principe, et qu'on a gardé encore aujourd'hui, c'est que des établissements recrutent un médiateur de Santé Pair, enfin un futur médiateur de Santé Pair, et que quasiment immédiatement, ils débutent une formation que nous avons co-construite à l'époque, la première avec l'Université Paris 8, qui était donc un diplôme universitaire, à raison en moyenne d'une semaine par mois. Et puis, en même temps, il est salarié de l'établissement et il est en poste à temps partiel ou à temps plein. Ça, c'est vraiment des choses qui se discutent au moment du recrutement. Donc, c'est un principe qu'on a gardé encore aujourd'hui. Et donc, je vais y revenir, mais aujourd'hui, on est sur une modalité, on est passé sur une année de licence, une 3e année de licence. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en 2012, le programme a permis de faire recruter 29 personnes dans des établissements dans 3 grandes régions à l'époque, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais et PACA. C'était très expérimental. Ça a été compliqué pour une bonne partie d'entre eux parce que les équipes n'étaient pas prêtes. Nous, on a vraiment appris que la nouvelle dimension de notre travail, et on l'a fait dès la promotion suivante, ça allait consister à proposer des temps de préparation aux équipes et de sensibilisation, en fait, d'accueillir ce nouveau métier, de reconnaître ses potentielles compétences. On a identifié avec le temps que ce qui n'était pas simple pour les équipes, et ça se comprend, c'était qu'on leur amenait l'idée que cette personne était compétente en arrivant, alors qu'elle n'était pas encore formée.
Et nous, on porte encore l'idée que la personne, elle arrive avec des compétences liées à son savoir expérientiel, mais que ça ne fait pas un métier, et que c'est au fur et à mesure du temps, de cette année de formation, que la personne, dans ses allers-retours entre les semaines de formation à la faculté et son intégration sur les terrains et sa compréhension du service dans lequel elle travaille, qu'elle va pouvoir proposer quelque chose de spécifique du fait de son savoir expérientiel et de son appétence pour le travail en équipe, pour la relation d'aide. Voilà. Et ça se construit au fur et à mesure. Donc le paradoxe, c'est que la personne, elle est salariée, elle est en poste, mais elle est un peu comme une stagiaire, sauf qu'on n'emploie volontairement pas le terme de stage, parce qu'on a à cœur que quand même assez rapidement, avec l'aide de l'équipe et avec notre soutien externe, des choses de l'ordre de mission puissent avancer, puissent se créer. C'était pas forcément évident pour les équipes à l'époque. Il y a eu des intégrations qui n'ont pas fonctionné, des gens que ça a un peu mené à des rechutes parce que c'était difficile. Donc voilà, c'était la première fois, l'expérimentation de 2012. C'était donc la seule fois où on a fait un diplôme universitaire. Une bonne partie d'entre eux sont encore en poste aujourd'hui, ce qui est beaucoup parce que 10 ans après, il y en a une dizaine qui sont encore en poste. Et parmi les gens qui ont arrêté, vous avez des situations très variées. Il y a des gens qui ont arrêté tout au début parce que justement les intégrations avaient été un peu compliquées. Mais vous avez aussi des gens qui ont évolué vers d'autres métiers, qui se sont reformés, qui ont repris des études, etc. Donc nous, fort de ces constats, moi je suis arrivée sur ce poste en 2014. L'idée c'était de relancer une formation rapidement parce que la demande remontait du terrain. C'est-à-dire que au début, nous au CCOMS, on a travaillé avec des établissements qui étaient moteurs, qui étaient pilotes, qui voulaient se lancer, et c'était pas évident. Puis à partir de 2013, on a présenté les résultats de ce programme comme je le fais aujourd'hui, mais c'était le début dans beaucoup de colloques, séminaires où on a été conviés. Et très rapidement, là, à ce moment-là, se sont mis à remonter vraiment du terrain, d'équipes, des volontés d'intégrer un médiateur de santé pair. Donc ces gens qui me contactaient. Et là, moi, j'ai commencé à créer une modalité de préparation avec des réunions, des sensibilisations, en allant sur le terrain avec des médiateurs de santé pair en exercice. En l'occurrence à l'époque de la promo 2012. Voilà. Et donc, parallèlement, on a mis un peu de temps à relancer une formation parce que ce DU, cette modalité de DU dont je vous ai parlé, il lui manquait une dimension probablement diplômante, certifiante, et les médiateurs de la promo 2012 nous le faisaient remonter en disant on a un problème de légitimité. Les équipes nous disent que ce DU, en fait, c'est pas un diplôme, qu'on n'est pas légitime. Et puis nous, on vit aussi autre chose, c'est qu'au bout de 2 ans, on ne peut pas être reconnu dans les grilles des établissements. À l'époque, c'était que des hôpitaux, parce qu'un DU, en soi, ça n'est pas indexé sur quoi que ce soit. Ça n'est pas un niveau universitaire, ne serait-ce que ça. Et donc, au bout de 2-3 ans, les médiateurs expérimentaient des choses difficiles pour ne serait-ce que stabiliser leur situation, faire évoluer un petit peu leur rémunération, et puis trouver leur place tout simplement d'un point de vue administratif, ce qui, vous le savez, n'est pas chose facile dans nos univers. La place administrative dans les univers du soin et du médico-social, elle est importante. La question de d'où on parle, de quel échelon aussi, tout simplement, des choses comme ça. Donc assez rapidement, on en est arrivé au constat qu'on n'allait pas refaire un DU, qu'on allait tendre vers une 3e année de licence. On a exploré des différents partenariats possibles avec des universités. Et puis on est arrivé avec un partenariat très fructueux avec l'université de Bobigny Paris 13, qui développait déjà à l'époque une licence de sciences sanitaires et sociales, qui n'avait pas forcément grand-chose à voir en soi avec ce qu'on faisait, mais qui nous a proposé de créer un parcours spécifique pour les médiateurs de santé pair à l'intérieur de cette licence. Donc on a construit un cursus ensemble, on a gardé 1/3 des cours de cette licence et on a construit avec eux 2/3 qui, eux, étaient axés sur santé mentale, psychiatrie, mais aussi mouvement des usagers, empowerment, savoir expérientiel, et puis des outils très concrets, l'éducation thérapeutique du patient et comment mener un entretien. L'objectif, si vous voulez, des cours qu'on a mis en place, vous voyez, par exemple, il y a des cours sur les troubles psy, il y a des cours très, très, très clairs, très factuels avec des notions. L'objectif n'est pas de les mettre dans des positions complexes et hybrides, d'être à moitié psychologue, à moitié psychiatre. C'est pas ça la question. La question, c'est de leur donner des éléments pour comprendre de quoi vous parlez dans vos structures, dans le sanitaire et dans le médico-social, pour être en capacité de comprendre le langage, de comprendre les enjeux des prises en charge, et puis eux de créer des outils qui viennent de leur savoir expérientiel. Donc on essaye de les équiper, aussi bien d'un point de vue théorique, ils ont même un cours sur l'histoire de la psychiatrie,
Parce que eux, ça les passionne, il faut bien vous rendre compte, c'est ça qui est toujours intéressant. Moi, je discute évidemment beaucoup avec eux. Maintenant, ils sont une centaine sur le territoire. Il y a eu une promo de licence en 2018, en 2019, et là, il y en a une en cours de 2021. Et il y en a une qui commence en février 2022. Et ce qui est vraiment étonnant, impressionnant, c'est qu'ils sont passionnés aussi par vos métiers, les métiers des soignants. Ils disent, bah voilà, moi j'ai vécu la psychiatrie de l'intérieur, je suis un usager, ex-usager de la psychiatrie avec un parcours de rétablissement, et j'avais à cœur de faire ce métier, mais en fait je ne savais pas comment ça marchait, une structure médico-sociale ou un hôpital. Et donc aussi ils sont très fascinés par ce que proposent les structures, la réflexion, qu'est-ce que c'est que tel ou tel métier, et ils vont aussi à la rencontre beaucoup des métiers de leurs collègues. Et donc c'est aussi une construction comme ça qui se fait tout au long de l'année, avec toujours ces semaines de formation qui émaillent leur première année. Donc cette promo 2018 a très bien fonctionné, cette première année de licence qu'on a construite avec Bobigny. À nouveau, beaucoup de remontées du terrain pour créer d'autres postes. Et c'est comme ça qu'on a enchaîné très rapidement sur la création d'une deuxième session de licence en 2019. Et puis avec un décalage lié au Covid, la session de 2021 qui est en cours et qui bouclera son mémoire de licence en juin prochain. Globalement, nous, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que, et là aujourd'hui, il y a plein de médiateurs qui vont prendre la parole, médiateurs issus de nos formations, je crois qu'ils sont 3 ou 4 dans la journée, qui sont dans des structures variées, qui ont des parcours qui ont pu évoluer. Donc voilà, moi j'ai fait le choix aujourd'hui finalement de ne pas co-intervenir avec un médiateur, parce que comme ça je vous propose un chapeau un peu théorique de notre démarche au CCOMS, et eux vont pouvoir vous parler d'intégration très variée, de modalités de travail très variées. Donc voilà, c'est aussi très important pour nous maintenant de nous retrouver dans des journées comme ça. Quand je dis nous, c'est le CCOMS, où les médiateurs sont là à différents titres. Ils sont dans des équipes qui travaillent sur des dimensions assez différentes les unes des autres. Voilà. Et puis pour faire un focus sur la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est quand même important, la Nouvelle-Aquitaine, on a commencé à travailler ensemble en 2018 avec l'ARS. Il faut voir qu'en Nouvelle-Aquitaine, la spécificité, c'est là où j'ai déployé le plus de postes dans le médico-social. Ça a été très très en avance. Nous, on n'avait pas cette valence au CCOMS, comme je vous l'ai dit, c'était important pour moi de vous le dire. On a une valence plutôt sanitaire. C'est un univers qu'on ne connaît pas. Et donc tout de suite, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a proposé des subventions pour soutenir le déploiement de postes à des établissements aussi médico-sociaux, ce qui nous a permis de déployer aussi de nouvelles compétences. Globalement, on a un fort soutien de la grande région, de l'ARS sur le programme médiateur de santé pair, avec en général des financements de soutien pour 8 à 9 postes par an depuis 2018. Et un projet en cours assez dynamique, pas encore complètement finalisé, donc je ne peux pas non plus en dire trop, mais sur la création d'une autre licence, mais à Bordeaux. C'est-à-dire il y aurait on serait coporteur de deux licences médiateurs de santé pair, une à Bobigny qui continuerait, et bientôt une à Bordeaux, ce qui vous montre le dynamisme quand même de la région sur ces questions. Et puis pour faire aussi un petit focus sur le travail que nous, on continue à faire au CCOMS, c'est la question des préparations des équipes qui sont effectivement au cœur du réacteur, c'est-à-dire l'intégration d'un médiateur de santé pair. Ça ne doit pas se forcer, ça doit être volontaire. C'est-à-dire les erreurs que nous, on a pu commettre en 2012, c'est qu'on a eu des directions d'établissement qui voulaient se lancer dans ce projet, mais qui n'avaient pas forcément travaillé sur le terrain, à quel moment, dans quelle équipe c'était le plus pertinent. Pour qu'une équipe intègre un médiateur de santé pair, il y a quelques prérequis. Bon, il ne faut pas que ce soit un moment de grande tension, un moment où tout est en chamboulement, ou bien il y a des difficultés. Voilà, les moments de crise institutionnelle, on en connaît tous, quel que soit notre niveau, dans les niveaux de pôle, les niveaux d'équipe, les niveaux des directions. Il y a toujours des moments de crise institutionnelle. Mais ce n'est pas le bon moment pour intégrer un médiateur de santé pair. Parce que de toute façon, dans les moments de crise, les professionnels, nous tous, on a des instincts de repli, de conservation de notre territoire, de nos acquis. Et donc le médiateur de santé pair, il est vécu parfois comme menaçant, parce que les soignants se disent mais qu'est-ce qui va venir prendre de ce que je fais, de mes missions? Et est-ce que les usagers ne vont pas l'investir encore bien plus que nous, nos métiers? Donc ces questions-là, moi j'essaye de les travailler en amont par des sensibilisations. Là, depuis 2 ans, ça a été beaucoup par visio, mais bon, voilà, on l'a quand même fait.
Et puis au CCOMS, comme la demande ne cesse d'augmenter sur le fait de créer des postes médiateurs de santé pair, qu'on a cette potentielle deuxième licence qui arrive, on est en train de monter un module de formation qui sera d'une journée, qui sera co-animé par des médiateurs de santé pair en poste, ainsi que des professionnels d'équipes qui ont recruté des médiateurs de santé pair, qui ont un intérêt pour le sujet, qui ont ce savoir expérientiel, eux, de l'intégration d'un médiateur, et qui sont en capacité, et on le souhaite, d'en avoir une vision méta et de la proposer sous la forme d'une formation. Alors nous, on les forme, les formateurs. On ne leur demande pas d'arriver clé en main avec une journée de formation. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de finaliser des modules. On a contacté pas mal de professionnels, de médiateurs, et donc ça devrait démarrer courant 2022, parce qu'effectivement, on est très, très conscient que cette question de la formation des équipes, en tout cas de l'information même, je dirais plutôt, et puis de leur proposer aussi à la fois des éléments théoriques, mais aussi des temps d'échange, voilà, c'est très important. Et moi, dans les sensibilisations que je propose, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est là avec un médiateur ou une médiatrice, on présente le programme sommairement, et après, on a vraiment un échange à bâton rompu sur... et les questions qui reviennent sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que fait un médiateur de santé pair, quelles sont potentiellement ses missions. Donc ça, vous allez avoir beaucoup de chance aujourd'hui d'entendre plein de médiateurs qui vont vous parler de leur mission, ce qui est vraiment au travers d'interventions sur la réhabilitation psychosociale avec des collègues avec lesquels ils travaillent. Donc ça, c'est assez fantastique. Et puis, les autres questions qui reviennent, c'est des choses très systématiques. C'est intéressant. C'est mais si le médiateur va moins bien, qu'est-ce que nous, on fait? Et donc ça, c'est tout un travail pour dire aux équipes... En fait, le médiateur, s'il est arrivé jusqu'à vous, c'est qu'il a traversé un processus de rétablissement. Donc, il a des outils pour s'occuper de lui. Parmi les outils qui existent, il y a des outils de droit commun qui s'appellent l'arrêt maladie pour se reposer, prendre des vacances. Et une des raisons, des choses sur lesquelles moi j'accompagne les équipes dans les recrutements, les entretiens, une des choses qu'on va chercher à faire émerger en entretien, c'est la posture. C'est le rapport aussi à comment travailler en équipe, mais aussi comment prendre soin de soi. Sans pour autant rentrer dans les parcours cliniques qui ne sont pas l'objet de l'entretien de recrutement. Et donc c'est très intéressant parce que les équipes, évidemment, leur premier instinct, c'est parfois un peu une inquiétude. Ils voient la personne comme un patient, parce qu'ils ne l'ont souvent pas encore rencontré lors de ces sensibilisations, par définition. Et donc avec le médiateur ou la médiatrice avec lequel je viens, on va vraiment faire un travail de discussion sur... c'est un collègue, vous allez rencontrer un nouveau collègue, vous allez probablement le trouver sympa, il sera au café avec vous le matin. Et puis, comme n'importe quel collègue de l'équipe, il aura peut-être des moments difficiles. Mais en fait, si vous regardez bien, dans vos collègues, vous êtes 10, vous êtes 15, il y a des gens, ils vivent des deuils, ils s'arrêtent, ils sont arrêtés pour un mois parce qu'ils ont mal au dos. Mais en fait, si vous les connaissiez un peu, vous savez que c'est pas loin. Ils n'ont pas mal au dos, c'est un peu plus compliqué que ça en ce moment. Enfin, je veux dire, les aléas de la vie de tout le monde génèrent des prises de distance par rapport au travail qu'on gère tous comme on peut. Et donc le futur médiateur, ça sera pareil en fait. Et c'est tout ce travail qu'on leur propose de discuter un peu en amont pour faire tomber leurs inquiétudes, leurs préventions, et puis les aider aussi à se projeter dans qu'est-ce que ça sera d'intégrer cette personne et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec elle. Même si, tant qu'elle n'est pas là, ça reste assez abstrait. Mais comme me le disait un jour une équipe soignante, elle me disait qu'ils avaient intégré très tardivement, et d'ailleurs récemment, une ergothérapeute. C'était une dimension qui était arrivée très tard dans l'établissement d'ailleurs, et qu'elles se rendaient compte qu'elles avaient eu des préventions finalement un peu similaires, c'est-à-dire elles ne savaient pas du tout qu'est-ce que c'était que les métiers d'un ergothérapeute. Elles avaient quand même un peu la peur que ça vienne empiéter sur leur territoire. Et donc c'est quand l'ergothérapeute est arrivée qu'elle a eu une existence, une personnalité et qu'elle s'est intégrée, que toutes ces préventions sont tombées les unes après les autres. Bon, avec le médiateur, en fait, c'est pareil. On rencontre un nouveau collègue, quoi. C'est tout. Alors je regarde le temps parce que je pense que je suis arrivée au bout. Et dites-moi si je suis arrivée au bout, si on passe aux questions. Oui, si on passe aux questions. D'accord. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment de conclusion du coup. Voilà. Bon, en fait, voilà. En conclusion, donc, on a une promotion une prochaine session qui démarre en février prochain, comme je vous le disais, qui est en train. Voilà, c'est le minuteur qui s'arrête.
Et donc voilà, on espère pouvoir continuer comme ça à accompagner des équipes, à vous faire partager notre savoir expérientiel au CSOMS de qu'est-ce qui se joue autour de ces intégrations. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le médiateur de santé père, c'est juste un métier de plus, c'est de la complémentarité, c'est un regard supplémentaire, c'est tout sauf de la concurrence. Et ça, c'est vraiment, ça peut paraître idiot dit comme ça, mais c'est vraiment important parce que toutes les équipes l'éprouvent, ça, hein, que c'est juste, c'est des bras en plus, c'est de l'énergie en plus pour prendre en charge les usagers avec un regard qui est spécifique, mais tous vos regards sont spécifiques. Voilà, je prends les questions volontiers. Merci beaucoup, Madame Sadel. Je tiens à dire effectivement qu'on vous remercie pour votre disponibilité aussi. On a recruté une médiatrice santé père cette année, Marine Dugoujon, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais parce qu'elle est en formation finalement à la licence. C'est la semaine de la licence là. Exactement, ouais. Et c'est vrai que vous avez été très disponible aussi auprès des équipes pour permettre la meilleure intégration possible des médiateurs, en tout cas préparer les équipes, même si notre équipe était déjà quand même assez préparée. Oui. Mais je pense que c'est important aussi que vous puissiez intervenir comme ça auprès des médiateurs, mais aussi des équipes. Oui. Alors, en plus, c'était en visio, vous. En visio, oui. Ouais. Bah oui, c'est au moment de... Ouais. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Questions, remarques, enfin, il n'y a pas de... Oui, une première question. La licence qui est mise en place, c'est pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, ou est-ce qu'on peut aussi avoir des médiateurs de santé père dans d'autres structures que des structures de soins pour accompagner par exemple des personnes en situation de handicap psychique ou autre? J'ai pas exactement bien en recherche d'emploi dans quel sens, c'est-à-dire j'ai précisé que la licence permettait derrière d'obtenir un emploi dans des établissements de soins. Donc, oui. Est-ce que c'est des personnes qui sont dans le cadre d'une reconversion, d'une formation, ou est-ce que c'est aussi ouvert à des personnes qui sont déjà dans le monde du travail et qui peuvent travailler quand même sur des thématiques, notamment la thématique du handicap psychique est maintenant de plus en plus prise en compte, enfin, on est encore très loin du compte, mais commence à être prise en compte dans des structures, notamment les grosses structures, hein, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et est-ce que donc, cette formation peut permettre aussi et être ouvert à des gens qui travaillent en lien avec ces publics? Alors, en fait, la formation, elle est ouverte à tout le monde. Dans le sens où, comme c'est une licence, il faut un bac plus 2, mais avec un simple bac, c'est possible. Et la fac propose des systèmes de validation des acquis par dossier. Donc, en fait, c'est ouvert à n'importe quelle personne qui a envie de postuler. C'est vraiment la force de ce qu'on a voulu proposer. C'est pas un dispositif d'ailleurs d'emploi aidé. C'est pas de l'alternance. Hein. Littéralement, ça n'est pas de l'alternance. Donc, il y a plein de prérequis qui ne sont pas nécessaires de ce point de vue-là. C'est là où les ARS sont très importantes, puisqu'elles proposent des financements spécifiques pour soutenir ce démarrage de programme, parce que justement, les gens ne sont pas dépendants d'avoir une reconnaissance ou quelque chose au niveau de Pôle emploi. Et nous, chaque année, on a des gens qui sont dans le monde du travail dans des domaines complètement différents, qui ont ce passé de troubles psychiques, qui sont souvent un peu en quête de sens, qui, après leur rétablissement en santé mentale, se disent qu'ils ne veulent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Et donc, c'est dans ce contexte-là que c'est vraiment très ouvert. Voilà. Et donc, ils sont amenés à travailler dans des structures, des hôpitaux, des structures sanitaires, extra, intra, etc., dans des structures médico-sociales, mais aussi plus récemment dans des structures sociales de type associatif. Donc, nous, en fait, dès lors qu'il y a une valence santé mentale, psychiatrie, mais au sens large, hein, il peut y avoir addiction, précarité. Nous, on essaye de proposer quand même une formation qui ait des dimensions assez généralistes, même s'il est beaucoup question de psychiatrie, pour permettre aux gens de se déployer sur des environnements quand même assez variés. Mais elle est vraiment ouverte à tous. Et on a des gens qui ont des niveaux bac, mais on a tous les ans des gens qui ont des niveaux assez étonnants, bac plus 5, etc., qui peuvent être un peu anciens, des gens qui sont dans une vision de reconversion complète. C'est très, les gens qui arrivent dans la licence ont des profils très très variés et des parcours très variés. Oui. Dans
je recommence. Très concrètement, dans une autre région éloignée de Lille et de Paris, quand un établissement envisage de recruter un médiateur santé-pair, sachant qu'il y a peu de gens formés actuellement, comment ça se passe? Trouver quelqu'un parmi les usagers qui serait assez intéressé pour s'engager là-dedans, mais est-ce qu'on l'embauche d'abord? Est-ce qu'il fait une formation d'abord? Parce qu'au départ, il n'a aucune formation. Alors, déjà, on essaie d'éviter que les personnes soient en poste dans les établissements où ils ont été suivis. Parfois, ce n'est pas évident pour des questions de secteur et de territoire très grands, mais à minima, ils peuvent avoir été accompagnés par le PSM ou l'établissement, mais pas dans le... Ils ne travaillent pas là où ils ont été suivis sur le terrain. En fait, j'ai parlé que maintenant, on travaille avec toutes les régions. Je pense qu'il doit rester une grande région avec laquelle on n'a pas... où l'ARS ne nous a pas encore soutenus, c'est tout. Donc il y a des médiateurs de santé pair un peu partout, on travaille avec l'établissement un peu partout. Et donc aujourd'hui, il y a deux modalités. Soit un établissement, il contacte son ARS ou son ARS ouvre une espèce d'appel à projet en disant on subventionne pour un an et demi, on vous aide à créer un poste. Et donc là, l'établissement répond à l'appel à projet et moi, je travaille en amont avec l'équipe pour voir la pertinence du projet à ce moment-là. Et avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine, on a un partenariat très dynamique où vraiment on travaille les projets ensemble, on regarde les dossiers ensemble et il y a plusieurs ARS avec lesquels on travaille comme ça. Donc ça, c'est la modalité la plus classique qui existe encore beaucoup aujourd'hui, donc sur vraiment des financements qui soutiennent le départ. Et l'autre chose qui commence à se déployer, qui est très intéressante pour nous au CCOMS à regarder, c'est qu'il y a aussi maintenant des établissements qui ouvrent un poste, ne nous contactent pas, ce qui est très positif, et cherchent à recruter des médiateurs déjà formés, donc qui sont potentiellement amenés à être chassés au sens positif du terme, et donc pour aller vers de meilleurs horizons. Donc maintenant, il y a des établissements, il y a des médiateurs qui ont changé de poste. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que la partie, vous évoquiez la difficulté à faire émerger des candidatures. Au CCOMS, donc on a créé il y a 3 ans tout simplement une page Facebook publique pour le programme médiateur de santé pair que vous trouverez dans Facebook, vous tapez programme médiateur de santé pair, c'est une page publique et sur laquelle en fait je relais les offres d'emploi. Elle est suivie par beaucoup de gens maintenant. Et donc là, actuellement, j'ai des offres d'emploi qui tournent pour la promo prochaine. Il y en a plusieurs qui vont arriver encore. Et donc c'est comme ça en fait qu'on fait émerger des candidatures. Et c'est aussi à nouveau la notion de faire de faire tourner un fonctionnement de droit commun, de recrutement. Voilà, c'est ça l'objectif. J'avais juste une autre question d'une personne qui est en distanciel du coup. Ça n'arrive pas. La question était de savoir s'il y allait avoir une formation, une licence qui se mettrait en place en Occitanie. Alors... Sur Toulouse. Sur Toulouse. Toulouse, voilà. Une autre partie qui était, est-ce que la formation peut se faire en distanciel? Alors surtout, pour l'instant, il va y avoir sans doute une formation à Bordeaux. L'objectif, c'est justement de pouvoir la proposer à l'Occitanie. C'est-à-dire que c'est pas loin, et pour que les gens évitent de devoir aller, non, c'est même pas Paris, c'est Bobigny, donc c'est quand même assez exigeant, en banlieue et tout ça. Donc là, l'objectif, c'est que cette future formation de Bordeaux, elle puisse, entre guillemets, irriguer un peu autour de votre grande région. Mais je pense aussi, ça c'est un peu dans les starting blocks, on n'a pas terminé, que on a déjà à cœur que l'identité de cette future licence, en termes de contenu, ne soit pas strictement la même que Bobigny. Elle apportera, elle regardera, elle s'ouvrira peut-être à des champs moins focus sur la psychiatrie. Et donc, ça pourra aussi permettre un brassage. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont s'intéresser à cette licence pour des raisons différentes. Donc, pour l'instant, en résumé, non, il n'y aura pas de... On n'est pas parti pour ouvrir une licence à Toulouse. Mais en tout cas, voilà, Bordeaux a cet objectif très affiché de pouvoir proposer aussi à l'Occitanie. Et donc, j'ai oublié la deuxième question. C'était... La deuxième question, c'était est-ce que la formation peut se faire uniquement en distanciel? Voilà. Alors, donc là, cette année, on a les médiateurs, ils ont eu 6 mois de distanciel complet à cause du Covid. Clairement, nous, c'est pas notre vocation. C'est-à-dire que ça se joue beaucoup sur le fait d'être un groupe. Donc, nous, on sait qu'il faut de base au moins 8 semaines en présentiel.
Parce que moi, j'ai régulièrement des candidats qui m'appellent et qui me disent « mais moi, c'est compliqué pour moi d'être en groupe, de me déplacer, et puis d'être en collectif ». Bon, et en fait, dans la réalité, ça pose aussi du coup la question de l'intégration. Si c'est compliqué d'aller en formation dans un groupe, ça questionne un peu travailler en équipe, parce que c'est le cœur du métier du médiateur, hein. C'est pas un électron libre, il travaille en équipe tout le temps. Donc c'est des discussions que j'ai beaucoup avec les candidats dans le cadre des candidatures spontanées. Donc le distanciel, ce qu'on imagine faire avec le temps, c'est que ça nous permette d'ajouter des cours, parce que finalement 8 semaines de cours en licence, c'est pas beaucoup. Donc ça nous permettrait d'ajouter des contenus. Mais vraiment, la philosophie de cette formation, c'est du présentiel, et c'est très important. Parce que comme ce métier est en construction, le temps que les médiateurs passent ensemble en promo, c'est un temps de construction de métier et de référentiel de métier. Donc c'est vraiment essentiel. Merci bien. Merci beaucoup. Non, je crois. Enfin là, il faut qu'on passe à l'intervention suivante au niveau timing. Enfin, bon, juste une dernière. Mais... je vois que bon, si on insiste un peu, Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai eu l'occasion de faire partie d'une équipe qui a reçu un médiateur de santé père en cours de formation en 2019. Et ce médiateur, qui a malheureusement arrêté, nous exprimait une grande difficulté d'être en parallèle en formation et en même temps directement sur le lieu de travail, et était complètement perdu par rapport à sa vocation et comment intervenir. Et je me pose la question si vous aviez des retours de ce genre, c'est-à-dire des médiateurs de santé père en début de formation qui expriment cette difficulté d'arriver sur un site sans préparation un minimum théorique sur quelle population ils vont avoir, d'autant plus quand c'est des populations qui ont des troubles psychiatriques ou psychologiques ou de santé mentale de façon large, qui sont loin de leur connaissance à eux en termes d'expérience. Alors, ça c'est à peu près, enfin c'est très rare que ça se positionne comme ça, mais parce que théoriquement, les premiers mois, on les souhaite vraiment sur une modalité d'observation. Comme je le disais, c'est aussi le moment de la découverte des autres métiers. Le truc qu'il faut éviter, c'est que le médiateur ne se positionne et ne soit positionné dans quelque chose d'entre guillemets productif dès le début. Ça n'est pas la question. La question, c'est pendant les 2 premiers mois au moins, d'alterner entre suivre les activités du service, prendre part aux réunions, on suggère aussi aux établissements de leur laisser du temps pour travailler leurs cours sur leur temps de travail les premiers mois, et puis ces allers-retours vers la formation. On n'attend pas d'eux d'être opérationnels au début, et c'est ça un peu parfois l'erreur. Effectivement, qu'il faut vraiment travailler avec les équipes, qui est, non, en fait, c'est pas un médiateur déjà formé, complètement tout équipé, si je puis dire, qui arrive. Non, c'est quelqu'un qui a un vécu, une posture, une réflexion, une réflexivité, mais ça ne constitue pas des outils. Donc c'est un peu cette marche-là qu'il ne faut pas louper. Et après, je pense que moi, ce que je constate aussi, c'est que, mais ça, ils pourront peut-être en parler, les médiateurs s'automettent une pression absolument massive. Alors, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais je pense qu'il y a des parcours qui fait qu'on a parfois plus ou moins besoin de reconnaissance. Et donc, moi, ce que je vois, c'est des médiateurs qui se mettent une pression massive sur réussir brillamment la licence. Alors que ce que j'essaye de répéter, c'est que l'idée, c'est quand même l'obtenir. Déjà, c'est bien. Et que toute personne qui reprend une formation à l'âge adulte, c'est épuisant. Toute personne. Ça, les gens le disent tous. Voilà. Quand on a une vie d'adulte par ailleurs, etc., et qu'on travaille. Et puis que l'objectif, c'est pas d'être... en fait, ils ont un vrai syndrome de l'imposteur en arrivant, sur lequel j'essaye de beaucoup travailler. C'est-à-dire, non, vous n'êtes pas censé être complètement opérationnel au bout d'une semaine. Personne ne l'est, en fait. Voilà. Mais ça répond indirectement à votre question, parce que j'ai pas beaucoup cette situation-là, parce que théoriquement, c'est travailler en amont avec l'équipe. Mais c'est vrai que oui, ce genre de choses, ça arrive parce que après, moi, je suis pas dans l'équipe, voilà. Et puis le médiateur est projeté aussi parfois sur des dimensions qui sont un peu trop grandes pour lui en arrivant, d'efficience. Voilà. Bon, cette fois-ci, je rends le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup.